La République démocratique du Congo risque d'être sanctionnée économiquement par le groupe d'action financière GAFI si le pays ne respecte pas ses engagements, alerte la CAGE. Encore un incendie dans la province du Sud Kivu. 5 personnes sont mortes calcinées au quartier Kajangu lors de ce feu non maîtrisé dont la source n'est pas encore connue. Dans l'actualité panafricaine, un bombardement mené par l'aviation éthiopienne sur Mekele, capitale du Tigré, a fait au moins 4 morts, dont 2 enfants, ce vendredi. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Ouvrons ce journal avec l'alerte faite par Georges Kapiamba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. La République démocratique du Congo risque de subir l'isolation économique, sanction qui peut lui être infligée si elle ne remplit pas les 11 engagements pris dans le cadre du groupe d'action financière GAFI, parmi lesquels doter un siège et les moyens de fonctionnement à un mécanisme qui doit être créé pour coordonner les actions de services et organes étatiques et non étatiques qui travaillent dans la lutte contre la corruption et l'écoulage des fonds. C'est un appel vibrant lancé par la CAGE au gouvernement de la République démocratique du Congo pour que les dispositions soient prises afin de respecter les engagements pris dans le cadre du groupe d'action financière. Georges Kapiamba demande à ce que la RDC prennent des mesures qui s'imposent afin de recadrer les choses avant les pires. La déconnexion de la République démocratique du Congo de tous les systèmes financiers internationaux. L'arrêt de l'ensemble des projets ou programmes qui sont financés aujourd'hui par les institutions internationales, notamment la Banque mondiale, la BAD, ainsi que le FMI. Mais il va y avoir aussi comme conséquence que notre pays va connaître des difficultés en ce qui concerne l'octroi des visas. Donc, l'octroi des visas va être subordonné à plusieurs conditions parce que nous serons considérés comme une plaque tournante des activités criminelles qui consistent à assurer le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, il est plus qu'urgent que le gouvernement prenne des mesures qui s'imposent et aussi en donnant des moyens de fonctionnement nécessaires à la CNRF, qui est la cellule nationale de renseignement financier. Parce que si cela n'est pas fait, d'ici fin septembre, rassurez-vous qu'au mois d'octobre, la RDC va être placée sur la liste grise et à ce moment-là, toutes les conséquences socio-économiques vont s'en suivre et ça ne sera pas bon pour le peuple congolais. En cas de non-respect de ces engagements, que risque la République démocratique du Congo? Georges Kapiamba, d'un ton déçu, a profité de l'occasion pour faire savoir que la CNRF, qui est un organe technique de la RDC, ne bénéficie d'aucun accompagnement financier pour son fonctionnement. Un cri d'alarme contre le ministère des Budgets, ministère qui, selon lui, bloque les fonctionnements des choses. Processus électoral à moins d'une année des élections, les experts de l'ONU doutent de l'organisation et de la tenue de ce processus dans les délais constitutionnels en République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir dans un rapport de plusieurs filières des Nations Unies et publié récemment. Les experts des Nations Unies doutent de la tenue des élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo prévues l'année prochaine. C'est dans les rapports de l'ONU publiés ce 24 août dans une dépêche d'Afrique Intelligence que ces experts l'ont fait savoir. Selon ces derniers, plusieurs défis expliquent que cette crainte et scénarios sombres sont prévisibles. Le premier défi, selon ce rapport, est d'ordre sécuritaire à l'est du pays où opèrent toujours certains groupes armés, dont les M23 et les ADF. L'état de siège, toujours en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où toute activité politique reste théoriquement suspendue, laisse craindre des obstacles majeurs. Contacté, la centrale électorale promet de publier un communiqué dans les heures qui suivent concernant ces rapports des experts de l'ONU.
Et après sa visite en République démocratique du Congo dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, l'ancien président nigérien Obasanjo reçoit de plus en plus des encouragements et des félicitations de la part des rebelles du M23, mouvement soutenu officiellement par le Rwanda. À Kinshasa, des interrogations demeurent cependant sur le rôle que joue réellement l'ancien médiateur de l'ONU dans la crise CNDP, devenue M23 en mai 2012, pour lequel Obasanjo avait été la pièce maîtresse. Suivez ce dossier de la rédaction signée Crispin Chibikoufa. Pour qui roule réellement Olusegun Obasanjo, reçu le mardi 22 août dernier à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Tshisekedi, officiellement l'ancien président nigérian avait fait le déplacement de Kinshasa pour parler à l'agenda des transformations agricoles à Atta, qui bénéficie de l'appui de l'Institut international tropical des techniques agricoles IITA, installé depuis 2019 près de Bukavu et dont il est parrain. Mais nul n'ignore les rôles visiblement ambigus que l'ancien émissaire de l'ONU avait joué dans les dénouements de la crise M23 en 2008-2009. Le retour d'Obasanjo sur la scène de la RDC est un grand malheur pour notre pays. J'ai vécu Obasanjo lors des négociations de paix avec le CNDP à Nairobi. Le président Obasanjo a été nommé par l'ONU. L'ONU égale les États-Unis. Le feu président Kappa a été nommé par la sous-région, la CRGL, pour accompagner Obasanjo, donc son vice-président. Je suis souvent dans la presse que non, Raymond Tchibanda aurait vendu le pays. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire? Comment est-ce qu'un président nigérian peut-il aimer plus ce pays que Raymond Tchibanda, fils de ce pays, que Kabila, fils de ce pays? Le président Obasanjo a été nommé pour exécuter les schémas du Sud-Soudan. Je vous dis ici en passant que son directeur de cabinet, c'était le général kenyan Sumbeyo. C'est le général Sumbeyo qui a coupé le Sud-Soudan. Il était dans la délégation d'Obasanjo, le président Obasanjo. Rappelez-vous qu'il est allé à Djomba voir Kunda Batouare pour fêter, danser la réalisation de leur schéma. Mais c'était sans compter avec la vigilance du président congolais à l'époque. Non sans raison, puisque depuis son récent passage dans la capitale congolaise, l'ancien dirigeant nigérian est très adulé par les mouvements du M23, qui du reste est soutenu par les Rwandais et occupe toujours Bunagana. Obasanjo était-il venu faire une pression négative sur les officiels congolais? Wait and see, disent les Anglais. Au Sud Kivu, 5 personnes d'une même famille sont mortes calcinées dans un incendie qui s'est déclaré la nuit de jeudi à vendredi sur l'avenue Ruvumba au quartier Kajangu dans la commune de Kadutu à Bukavu. L'origine du feu reste jusque-là inconnue selon les témoignages de riverains. Des chaises, des lits, des tôles devenues des amas de décombres, voilà ce qui reste dans cette maison où vivaient 5 personnes, toutes calcinées, dans cet incendie qui s'est déclaré la nuit de jeudi à vendredi sur avenue Ruvumba au quartier Kajangu dans la commune mère de Kadutu. Parmi les victimes figure le père de la famille, sa femme encore enceinte et 3 enfants. Selon les témoins, le fait s'est déclaré vers 1h et l'origine reste un mystère. Encore sous le choc, ses proches de la famille racontent. À 1h du matin, il y a eu le fait, on ne sait pas l'origine. On a entendu des cris dans la maison, la femme qui a crié une seule fois, elle n'a plus ajouté. Alors on était alertés, on s'est précipité pour poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais on a trouvé les faits, il n'y avait plus moyen d'atteindre personne à l'intérieur. Le responsable, qui est d'abord victime, sa femme enceinte, 2 garçons, il y avait Marcelin Chiza, 8 ans. Il y a aussi la deuxième victime, c'est une fille qui s'appelle au nom de Martha. En attendant la cérémonie d'enterrement prévue ce samedi, les corps des victimes ont été tirés des décombres par une équipe de la Croix-Rouge et transférés à la morgue de l'hôpital provincial de Bukavu.
Le gouverneur militaire du Nord Kivu a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle prison centrale de Goma appelée Munzenze. Selon le lieutenant général Constant Dima, ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République qui veut humaniser et améliorer les conditions carcérales. Précision avec Pachikou Kavundama. C'est depuis le mois de janvier 2021 que le processus du projet de la délocalisation de la prison centrale de Goma avait commencé au niveau du ministère de la Justice. Et c'est en date du 16 juillet 2022 qu'un contrat a été contresigné entre la RDC, représentée par la ministre d'État et ministre de la Justice, et la société BBA, attendée par la Building Business Association pour la construction de la prison moderne de Goma, d'une capacité initiale de plus ou moins 3000 détenus, a fait savoir le chef de la division provinciale de la justice Berthe Tchekanabo. La société BBA, selon les prescrits du contrat évoqué, contresigné avec la République démocratique du Congo, s'engage à céder à l'État congolais son site et la République démocratique du Congo, représentée dans ce contrat par le ministère de la Justice garde des Sceaux, pour sa part, s'est engagé à céder à la société BBA par compensation ou par échange la concession de la prison centrale de Goma Munzenze. C'est le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, qui a fait la pose de la première pierre pour la construction de cette prison centrale de Goma à Sake. Point le besoin de rappeler que la prison centrale de Goma ne répond plus à sa mission principale, à savoir la rééducation et la réinsertion sociale des détenus. De la surpopulation carcérale aux mauvaises conditions de détention en passant par la vétusté de ces infrastructures. Rarement dans la ville de Kinshasa pour parler de ce constat effectué par nos reporters dans les communes de Ngaba et de Makala. Les rues de ces communes sont délabrées et remplies d'immondices. Un appel est lancé aux autorités municipales pour trouver une solution, mais aussi aux habitants de s'approprier de l'opération Kinbopeto du gouverneur de la ville. Quoi auraient servi les opérations telles que Kin Bopeto, Kinshasa Zéro Trou, Chilejelu, Kin Elinda et bien d'autres? C'est autant de questions que se posent les habitants de la commune de Makala, précisément au quartier Kabila à Kimwenza, où la fraternité se consolide entre la population et la salubrité. Ici, le bourgmestre de la commune est indexé. Nous demandons à notre gouvernement de voir cette situation parce que nous en avons marre. C'est vrai, nous entendons parlant de Kinbopeto, mais pour nous, Kinbopeto n'a jamais existé. C'est comme un mythe qui n'a jamais eu son accomplissement. Nous demandons aussi à notre gouvernement d'aller voir chaque bourgmestre, de voir chaque personne responsable de chaque commune. Parce que là, ils n'y font rien. Et ils vont encore nous demander en 2023 pour qu'on puisse voter pour eux. Nous n'allons même pas voter pour eux parce que nous souffrons. C'est à cause de ces déchets. La situation n'est pas assez différente un peu plus loin dans la commune de Ngaba, à Kounyamba Maternité, là où on ne sait même plus voir la limitation entre les macadam et le caniveau, tellement la salubrité a atteint son apogée. L'ONG Génération Congo Nouveau a décerné un prix d'excellence au directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, un prix qui a fait l'objet d'une émission diffusée sur nos antennes ce vendredi. Les organisateurs de cet événement depuis plusieurs années ont reconnu en lui des valeurs dans son métier susceptibles de changer positivement l'histoire du pays. Congo Nouveau, c'est d'abord une vision, comme son nom l'indique. Son initiateur lutte contre la disparition de la classe élitiste en République démocratique du Congo. Ce vendredi, son dévolu a été jeté à l'endroit de Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50 et président des journalistes de Kinshasa. La génération Congo Nouveau a toujours suivi de très près la carrière de ce patron d'entreprise et a été impressionné par son sens managérial liant rigueur, beauté et efficacité.
Avec beaucoup d'émotion et humilité, Jean-Marie Kassamba a accepté son élévation au rang de grand manager du trophée Afrique Paradis de l'ONG Génération Congo Nouveau, de Richard Kamikalele, avocat de son État et idéaliste d'un Congo meilleur. Sur le diplôme d'honneur et de mérite, l'on peut lire que les milliers de jeunes de la Génération Congo Nouveau, ASBL, vous magnifient pour la révolution de la télévision que votre management éclairé a implémenté en République démocratique du Congo. Le PICAGL a procédé à la remise des engins roulants pour le transport et d'autres ustensiles pour la conservation du lait. Les sous-projets œuvrant dans le secteur laitier ont été bénéficiaires de ce matériel afin que les activités de leur mini-laiterie, longtemps suspendues, soient opérationnelles. Le vice-gouverneur de la province du Tanganyika a présidé cette cérémonie devant quelques membres du gouvernement et de l'administration provinciale et toutes les parties prenantes de ce projet. Au total, 20 tricycles et d'autres matériels de production de lait ont été remis aux bénéficiaires de ce projet PICAGL. Massamba Ferdinand, vice-gouverneur de la province du Tanganyika, a procédé à cette remise afin de permettre aux 10 mini-laiteries construites dans le cadre de ce projet en province d'être opérationnelles. Il appelle les bénéficiaires à un sens de responsabilité dans l'usage de ce matériel tout en félicitant la coordination du PICAGL Tanganyika qui n'a cessé de faire preuve de bravoure. Je félicite les responsables du PICAGL, la brave dame et madame les coordinateurs ici présentes pour le travail accompli en faveur des filles et fils du Tanganyika. Et je profite pour exhorter en fait les différents bénéficiaires de ces matériels à les utiliser de manière responsable en fait de participer efficacement au développement de la province du Tanganyika. Les bénéficiaires de ce matériel auront de quoi assurer la conservation et le transport de leurs produits. Nous avons doté de matériel qui vont servir beaucoup plus à la conservation, d'évacuation aussi. Par évacuation, nous parlons de transport. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous, à notre niveau, avec les moyens du projet, nous avons pensé que le tricycle feront l'affaire pour l'évacuation des produits agricoles. Au sortir de la cérémonie, chaque bénéficiaire a récupéré le matériel lui remis en attente des résultats probants des activités menées sur le terrain. Après les groupements Moussokanda, la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, a poursuivi son itinérance dans le groupement Mushima. Sur place, la gouverneure a annoncé les débuts de construction de plusieurs infrastructures de base. C'est par des chants, un mot de bienvenue, des pas de danse et une cérémonie traditionnelle sous l'arbre à palabre dans la concession du grand chef Mushima 7 que la gouverneure intérimaire du Lualaba a été accueillie dans le groupement Mushima à 60 km de Kolwezi, jeudi 25 août 2022. Marie-Thérèse Masuka Saini a eu droit aux honneurs d'une descendante de la famille royale Mushima. Le chef Mushima 7, de son vrai nom Moussedi Mwandoué Shadrach, ainsi que toute son équipe ont réservé un accueil digne à la chef de l'exécutif provincial et sa suite. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la deuxième étape de l'itinérance de la première citoyenne de la province dans le Lualaba profond. Et un bref moment d'échange à la résidence du chef Mushima. L'autorité provinciale et les membres du gouvernement qui l'ont accompagné se sont dirigés au terrain de foot de la place. Quelques minutes avant, Fifi Masuka Saini s'est arrêté dans l'enclos de l'école catholique dénommée Institut Tupendane, située en face d'une autre école méthodiste Epé Mushima. Touchée par l'état de délabrement avancé de ces infrastructures, la gouverneure AI du Lualaba s'est entretenue avec les chefs de ces structures éducationnelles. Elle a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour la considération qui ne cesse de manifester à l'endroit de la population du Lualaba profond. Tunaikala miaka mingi na ba president mingi mushakona bananitumia muntu kwa kumyangaria. Le lancement de l'opération porte-à-porte dans le Haut-Katanga, le cadre du Parti Avenir du Congo, Christian Kitungwa a lancé la campagne dans la ville de la Kenya. Finalité, faire réélire Félix Tshisekedi comme président en 2023 par les billets des adhésions massives. C'est une campagne de réarmement et de fidélisation qui a débuté au sein du Parti Avenir du Congo, parti cher à l'ambassadeur Dani Banza Maloba dans la province du Haut-Katanga. L'opération porte-à-porte pour l'adhésion au sein de cette formation politique, Christian Kitungwa, au
cadre de ce parti politique, a amorcé cette campagne dans la commune de la Kenya, dans la ville de Lubumbashi. Celui-ci a été accueilli par des centaines de milliers de militants de ACO. Une assurance de ce cadre de base à la commune de la Kenya de soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi pour les élections de 2023. Il faut intensifier l'opération. Message yangu ilikuwa ni message ya kusema hapa tunapaswa kumfaire élire chef de l'État à 100%. Cette première étape sera suivie dans d'autres villes de Lubumbashi avant la grande célébration d'adhésion massive qui aura lieu au siège de ce parti. Donc tukunanza ile mobilisation porte à porte mpaka tutafika wapi, tutafika kufanya adhésion massive au siège yetu. Haina vile. C'est dans un climat de parfaite satisfaction que se clôturait cette manifestation. Installation de la coordination de Lukunga de l'avenir de la nation congolaise, la nouvelle structure d'accompagnement électoral du chef de l'État se bat bec et ongle pour une réélection sans faute de Félix Tshisekedi lors des scrutins de 2023. Commentaire de Gaëtan Koubourandi. C'est à pas de géant que cette structure d'accompagnement électoral du chef de l'État prend ses racines à Kinshasa. En un temps record, elle conquiert déjà les coins de la capitale. Comme annoncé, l'avenir de la nation congolaise a installé sa coordination de Lukunga, une nouvelle antenne chargée de porter la voix des actions de Félix Antoine Tshisekedi afin de lui assurer une majorité écrasante à Kinshasa lors des prochaines élections. Réunis dans la salle polyvalente Emmanuel de l'UPN, Papi Kongolo, coordonnateur national de l'ANC, a prêché les nouveaux cadres, les fils rouges à suivre. Le but de cette implantation à Lukunga, c'est une structure d'accompagnement électoral au chef de l'État. ANC, cela veut dire avenir de la nation congolaise. Surtout l'accompagnement électoral qui va soutenir le chef de l'État aux élections de 2023. ANC, c'est l'avenir. Nous appelons tous les jeunes de Lukunga de venir soutenir le chef de l'État. La nouvelle coordination s'est montrée rassurante et prête à relever les défis de l'élection qui se présentent à elle. Des jeunes ont été appelés à rejoindre ce nouveau mouvement de masse. Vraiment, je suis très heureuse pour la journée d'aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi et c'est une charge. C'est le travail qui commence. Après Lukunga, l'avenir de la nation congolaise attend s'attaquer dans les tout prochains jours à d'autres districts et communes de Kinshasa. L'agence congolaise de grands travaux a totalisé ce vendredi 26 août 14 ans d'existence. Pour cette célébration, une rencontre entre agents a eu lieu en la salle Garamba du bâtiment Tembe Tembe, occasion pour la hiérarchie de cette entreprise de présenter aux agents le plan stratégique de développement 2020-2024 révisé de l'entreprise. En 4 ans, l'agence congolaise de grands travaux a grandi. Médard Ilunga, son directeur général, se félicite du travail abattu dans les développements des infrastructures. La CGT, ses grands bureaux d'ingénierie du pays. Aujourd'hui, 14 ans après, l'agence congolaise des grands travaux est en train réellement de grandir. C'est réellement une entreprise qui est en train de se définir comme un grand bureau d'ingénierie dans notre pays et qui tient réellement à participer aux grands défis de développement de notre pays. C'est donc aujourd'hui pour nous une très grande fierté de voir l'agence en train de marquer le pas, en train de se digitaliser pour que l'agence pérennise réellement son développement. Donc aujourd'hui, nous avons espoir et grand espoir que l'agence a devant elle un futur élogieux. Aux 14 ans, mais toute une vie devant cette fête, vient rappeler aux différents agents et cadres de la CGT les défis qui les attendent. Tout en vous félicitant pour ce que vous faites, nous devons quand même vous demander de regarder en face. Le défi est beaucoup plus grand. Je sais qu'il y a du chemin parcouru, mais il y a encore beaucoup à faire. Et nous pensons sincèrement qu'avec les efforts de la direction générale et l'engagement de tout un chacun, nous pouvons compter sur nos ressources en interne pour relever le défi. Un 14e anniversaire célébré avec faste. Avant la fin de la manifestation, il est intervenu le partage de gâteaux et d'un repas convivial et fraternel. Soit Liboso.
Dans le reste du continent, les combats qui se sont déclarés mercredi après 5 mois de trêve dans des zones des régions de l'Amara et de l'Afar situées autour de la pointe sud-est du Tigré prend de plus en plus de l'ampleur. Aujourd'hui, un avion éthiopien a bombardé la capitale du Tigré. 4 personnes ont perdu la vie, dont 2 enfants. Un récit de Plamdi Mabaya. La trêve humanitaire annoncée il y a 5 mois en Éthiopie et les perspectives de règlement négocié des la guerre entamée dans le nord du pays en novembre 2020 vient de voler en éclats depuis mercredi 24 août dernier. Les violents combats ont opposé les insurgés du Front populaire de la libération du Tigré aux forces fédérales éthiopiennes aux abords de la province du Tigré, laissant craindre le retour d'un affrontement de grande ampleur. Vendredi, en début d'après-midi, un porte-parole des autorités rebelles de Tigré a annoncé que l'aviation éthiopienne avait largué des bombes sur des zones résidentielles et un jardin d'enfants à Makale, faisant état de 4 personnes tuées, dont des enfants, et blessant des civils. Ces dernières semaines, le rapport entre les deux camps se sont dégradés, malgré la succession de messaires américains, européens et onisiens à Makale, capitale du Tigré, en demi-août dernier. Les tentatives de médiation sont au point mort en raison des divergences sur plusieurs points. En Asie du Sud, le Pakistan fait face à des inondations de grande ampleur. En 3 semaines, il est tombé l'équivalent de 60% de la moyenne annuelle de pluie de mousson dans le pays. Plus de 900 personnes ont été tuées depuis un mois. Héritier Tamboir nous en parle. Des fortes pluies ont encore frappé hier une grande partie du Pakistan, faisant au moins une 12aine de morts, dont 9 enfants selon les autorités. C'est depuis le mois de juin que ce pays est secoué par de fortes pluies de mousson, causant au séjour au total plus de 900 personnes décédées et touché plus de 30 millions d'habitants, a annoncé vendredi le gouvernement pakistanais. À cet effet, l'état d'urgence a été décrété hier au pays, en proie à des pluies de mousson d'une intensité exceptionnelle. La mousson qui dure habituellement de juin à septembre est essentielle pour l'irrigation des plantations et pour reconstituer les ressources en eau du sous-continent indien. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drames et de destructions. On termine avec la culture. Début vendredi par Kinshasa de la tournée de projection du film L'Empire du silence du réalisateur belge Thierry Michel, couplé d'une conférence de presse tenue au centre Wallonie-Bruxelles. Ces films documentaires qui relatent l'histoire de 25 dernières années de la tragédie congolaise interpellent sur des atrocités restées impunies tant par l'opinion nationale que par la communauté internationale. Témoignages des rescapés et d'autres observateurs, c'est le contenu de ce film qui présente des faits vécus mais étouffés. Rompre avec le silence, c'est le vœu de Thierry Michel. Durant 25 dernières années, le réalisateur belge a eu à sillonner la République démocratique du Congo, de Kinshasa à Bukavu, Goma, traversant le majestueux fleuve Congo pour Kisangani, Mbandaka et Kananga afin de reconstituer le puzzle d'une histoire atroce. L'Empire du silence, à l'en croire, est un outil essentiel à titre de plaidoyer. Pour moi, ce film est un outil pour les Congolais, pour travailler sur la mémoire et pour essayer, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus jamais ça, que ces événements si dramatiques. Poursuivi en justice, suite à une citation pénale directe à comparaître devant le tribunal par les frères Baloufou, l'un réalisateur et l'autre producteur, Thierry Michel évoque une campagne calomnieuse dans le but de faire saisir et d'interdire le film. Ils ont fait l'objet d'une campagne de menaces et de diffamation pour essayer d'empêcher cette projection d'avoir lieu. Soutenu les ONG de défense des droits de l'homme et associations de la société civile locale, ainsi que celles des journalistes à l'échelle internationale, l'Empire du silence est attendu en projection dans d'autres villes du pays, notamment à Goma, à Kisangani, à Lubumbashi et à Kananga. Et on prend le rappel des titres avant de nous quitter. La République démocratique du Congo risque d'être sanctionnée économiquement par le groupe d'action financière GAFI si le pays ne respecte pas ses engagements, alerte la CAGE. Encore un incendie dans la province du Sud Kivu. 5 personnes sont mortes calcinées au quartier Kajangu lors de ce feu non maîtrisé dont la source n'est pas encore identifiée.
Dans l'actualité panafricaine, un bombardement mené par l'aviation éthiopienne sur Mekele, capitale du Tigré, a fait au moins 4 morts, dont 2 enfants, ce vendredi. Merci de votre fidélité à l'Espace 50. Cette édition est complètement terminée.